Et on reste dans la même dynamique ce matin. On fait la même chose en y rajoutant une touche de technologie, c'est ça. Voilà, une touche de technologie. On en a vraiment plus que jamais besoin pour rattraper peut-être le retard accusé sur les grandes nations, en tout cas, qui se distinguent dans le domaine de l'agriculture. Il y a même de bons exemples, des exemples vraiment probants de réussite ici en Afrique dans l'utilisation des nouvelles technologies. On peut donner l'exemple du Rwanda où aujourd'hui dans leur agriculture, voilà, ils utilisent des drones et voilà, ça sur place quand même. Voilà, ils commencent à récolter les premiers fruits, mais aussi le fait d'intéresser les jeunes, parce que si les jeunes ne s'intéressent pas à l'agriculture, ça va être très compliqué pour les États de rendre notre continent autonome. Et hier déjà, on en parlait avec le coordonnateur national donc, du PRODAC, le PRODAC dont l'objectif est de valoriser le travail de la terre, surtout avec voilà, l'adhésion des jeunes. Mais tout d'abord, Monsieur Gueye, avant carrément d'entrer dans le vif du sujet, en dévoilant les grandes lignes donc, de cette étude, faisons un peu l'histoire donc de cette grande ONG. Moi, hier, j'ai un peu tiqué en sachant que cette ONG-là, en vérité, a pratiquement plus de 60 ans. 75 ans. Donc, elle existerait depuis 1944. Voilà. Alors, c'est quoi Heifer International? Bon, Heifer International est une organisation qui a été créée dans les années 40. Donc, elle fait partie de la première génération des organisations américaines humanitaires. Comme vous le savez, hein, les ONG, la plupart des ONG sont nées dans des contextes de crise où il y a eu des volontaires qui se sont engagés pour améliorer la situation des personnes les plus touchées par les crises. Alors, c'est quelqu'un du Midwest des États-Unis qui s'appelait Dan West, qui était parti comme volontaire en Espagne lors de la reconstruction après la Première Guerre. Et donc, c'était un groupe de jeunes volontaires qui venaient avec des rations quotidiennes de lait pour justement distribuer au niveau des familles les plus démunies. Et ils ont eu l'idée de créer ce qu'on appelle le passing on the gift, c'est-à-dire le passage du don. Alors, à la place de la ration quotidienne de lait, pourquoi ne pas mettre un animal comme la vache, qui va permettre de développer le cheptel, de fournir du lait, d'améliorer les sols, d'être comme animal de trait, etc. Il y a beaucoup d'avantages. Alors, comme ils n'en avaient pas assez, ils ont créé ce concept-là, qui consiste à dire, bon, on va faire les premiers placements, les premiers récipiendaires vont s'engager à donner la même quantité d'animal à d'autres familles touchées, quoi. Donc, la pensée organisationnelle a évolué. Et quand Heifer est arrivé au Sénégal, disons, le programme du Sénégal est un jeune programme, hein, parce qu'il n'a pas encore 15 ans. Heifer est arrivé ici en 2008. Et pour lutter contre la faim et la pauvreté, l'approche consistait un peu à développer le cheptel des petits ruminants à travers le système de passage du don. Alors, les placements qui sont faits, c'est par exemple 4 à 5 brebis par famille, tout la berre. Et puis on met dans le village quelques géniteurs ladoum pour améliorer la race. Et les premiers récipiendaires s'engagent à remettre la même quantité à d'autres familles démunies. On le fait pour la volaille, on le fait pour le porc, on le fait pour... C'est une vraie chaîne de solidarité. Voilà, pour les semences, etc. Okay. Pour les grandes cultures et même dans le cadre du maraîchage, etc. Et aussi pour le savoir, hein. Parce que ce sont des groupes, quand les groupes sont formés sur certaines techniques d'élevage ou d'agriculture ou d'autres techniques, on a ce qu'on appelle, tout ça c'est sous-tendu par le développement du capital social. Parce que quand il n'y a pas justement un capital social très fort, disons, la mayonnaise ne peut pas prendre. Et c'est comme ça qu'on travaille ici. Et nous avons eu des réalisations qui nous ont valu d'être lauréats. En 2018, nous avons reçu un prix du président de la République. Et puis, on a eu aussi d'autres distinctions par les maires, etc.
Okay. Donc, on peut entrer dans les détails quand vous le souhaiterez. Alors, parlons maintenant de cette étude qui vous aura mené dans 11 pays du continent africain. Et l'objectif, c'était de voir un peu le niveau d'implication des jeunes, en tout cas dans le domaine, dans le secteur agricole, et sur aussi l'utilisation des nouvelles technologies. Alors, finalement, ça a donné quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes Africains sont enclins à aller vers la terre, à travailler la terre, à être dans le secteur agricole? Et puis, est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique a quand même fait des résultats probants dans l'utilisation aussi des nouvelles technologies? Ça a donné quoi? Bon, sur le terrain. Donc nous avons réalisé cette étude-là. Bon, il faut dire que d'abord, IFER a connu une évolution ces dernières années avec ce qu'on appelle l'accélération. Parce qu'on a constaté que le nombre de pauvres augmentait beaucoup plus que les efforts et les ressources qui étaient mises en œuvre pour sortir les petits producteurs de la pauvreté. Donc la croissance de la pauvreté est plus rapide que les réponses apportées. Donc, et l'une des questions majeures, c'est que la population rurale active est vieillissante en Afrique. C'est-à-dire que la plupart des jeunes désertent le milieu rural. De plus en plus de la terre. Quoi. De la terre. Parce que les pratiques sont des pratiques maintenant qui sont un peu... dépassées. Voilà, dépassées. Les jeunes maintenant ne veulent plus faire les efforts qui étaient consentis par les autres générations. Donc, on s'est dit, bon, l'Afrique, l'enjeu, le défi, c'est que comment faire pour que l'Afrique se nourrisse elle-même? Nous ne pouvons pas continuer de dépendre des autres pour, comme vous le savez, c'est maintenant très connu par tout le monde. Alors, faire en sorte que les jeunes maintenant s'intéressent à l'agriculture, faire en sorte que l'agriculture soit attractive et qu'il puisse nourrir son homme et que crée la richesse, que les jeunes, comme on dit en Wolof, gitchi sen bop, on s'est dit, bon, allons interroger la perception des jeunes, leur point de vue dans 11 pays. Okay. Et on s'est rendu compte que, bon, pour le moment, c'est moins de 25%, aux environs de 23% de jeunes qui utilisent un peu les applications, les SMS, etc., sur l'information climatique, sur la surveillance des maladies des végétaux, etc. Donc, ce n'est pas encore... Alors, l'autre élément aussi, c'est l'accès au financement. Bon, quand je prends, par exemple, le Sénégal, bon, on va dire, bon, retournons à la terre. Bon, c'est le slogan qu'on utilise. Mais la question, c'est l'accès à l'eau. Dans le Sahel, c'est la dégradation très avancée des sols. Donc, pour que des jeunes s'investissent pendant, par exemple, l'hivernage et que se retrouvent avec, à la limite, un gros déficit, c'est pourquoi nos villes maintenant sont remplies de jeunes marchands ambulants et de jeunes qui font d'autres petits métiers. Et le défi, c'est que l'Afrique doit se nourrir elle-même. Alors, le tableau, certes, que vous venez de brosser, de peindre, n'est pas du tout reluisant, mais quand même, il y a des disparités. Ah oui, oui. Peut-être qu'il y a des pays aujourd'hui qui pourraient être, voilà, qui pourraient avoir une bonne note, non, au regard peut-être des actions qui sont en train de mener. Vous avez parlé du cas du Sénégal. Bon, je ne suis pas une voix officielle, mais bon, je me dis qu'il y a beaucoup de projets aujourd'hui dans le domaine de l'agriculture et dont la cible principale reste les jeunes. Hein. Hier, par exemple, on recevait sur ce plateau le coordinateur du PRODAC. Il y a l'ANIDA par rapport au financement en question. Vous avez un mécanisme comme la DER. Je pense que peut-être aussi de tels exemples devraient être, disons, vulgarisé. Souligné, quoi. Je veux dire que, mais il y a aussi un autre projet qui est très important, c'est le projet AgriJeunes, qui vise à créer 150 000 emplois et avec qui nous sommes en discussion. Il y a des choses qui bougent, quoi. Ça bouge maintenant. Je ne suis pas pessimiste, je ne suis pas dans l'afro-pessimisme, mais c'est pour dire la réalité des choses. Bien sûr. Et dire aussi que nous avons, bon,
l'affaire que nous allons faire, les discussions que nous allons susciter vendredi, c'est de montrer que il y a beaucoup de jeunes maintenant qui sont des jeunes innovateurs, qui sont dans le pays. Voilà. Il y a des startups, il y a des jeunes qui sont engagés dans l'intelligence artificielle, qui s'occupent de la surveillance des plantes, etc., et d'autres sur les questions de terre, d'irrigation, et qu'il faut en tout cas une plateforme pour que les bailleurs de fonds, les agences internationales, etc., les ONG, puissent mettre en synergie leurs ressources et permettre aux jeunes d'exprimer leur talent dans le secteur de l'agriculture et de faire en sorte que ce secteur-là soit de plus en plus attractif pour les jeunes. Parce que les jeunes veulent aussi construire leur vie, avoir une famille, avoir une maison, etc., vivre dignement et décemment. Comme disait l'autre, que le Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum, la démocratie, c'est vivre de manière très digne, quoi. Et donc, nous pensons que pour faire avancer les choses, la paix sociale, il faut que les jeunes puissent trouver leur compte, mais que tout le monde n'a pas les talents d'être innovateur, mais qu'au moins l'excellence puisse être promue dans notre pays et que les autres jeunes puissent en servir, puissent servir des innovations qui sont créées par leur père. Et surtout de construire cette image, en tout cas, que l'on a de la réussite sociale en Afrique, en pensant que pour réussir, il faut être tiré à 4 épingles. Surtout pour un jeune qui aurait fait peut-être, pourquoi pas, le CESAC. Aller dans un bureau, c'est ça le symbole de la réussite. Aujourd'hui, vous pouvez être un entrepreneur. Hein. Voilà. Vous avez parlé des États-Unis. Les États-Unis, en fait, voilà, patrie d'origine, disons, de Haïfer international, mais les plus grandes fortunes viennent du secteur agricole, hein, tout à fait, aux États-Unis. Non, j'allais juste te dire qu'en Côte d'Ivoire aussi, on sait qu'il y a des agriculteurs qui ont de grandes plantations et qui sont extrêmement riches, n'est-ce pas? Oui, effectivement. L'agriculture, ça... Mais c'est surtout les vieux baoulés, hein. Les jeunes, est-ce qu'aujourd'hui... Hein... Est-ce que les jeunes se tournent vers ça? C'est vrai que les jeunes se détournent de plus en plus de l'agriculture, qui se tournent vers l'école parce que, bon, d'une part aussi, est-ce que ce n'est pas les parents qui essaient de mettre dans la tête des enfants que va à l'école, c'est ça qui va te faire réussir et tout. C'est ça aussi qu'il faut essayer de voir et retenir à la terre. Il n'a pas tort, hein. Il y a aussi quelque part l'influence des parents. Oui, chacun veut avoir son fils dans un bureau climatisé. Dans un bureau, être ministre, etc. Mais je voudrais dire que quand on parle d'agriculture, ce n'est pas que les productions végétales. Il y a les productions animales. Hein, il y a la pisciculture, la transformation. Il y a la transformation, il y a une approche chaîne de valeur. Donc, que dans le secteur agricole, il faut considérer, comme on dit, de la fourche à la fourchette. C'est-à-dire faire en sorte que les jeunes s'intéressent dans les intrants agricoles. Comment faire de la multiplication de semences ou travailler sur les engrais. Par exemple, nous, en tout cas, nous sommes dans la promotion du biogaz, c'est-à-dire du bioeffluent, de l'utilisation de la bouse de vache ou en tout cas des déchets animaux pour produire des engrais. Colina, peut-être la dimension un peu nouvelle technologie dans l'agriculture moderne. Oui, je pense d'abord que je vais faire un clin d'œil à une start-up qui évolue dans le monde de l'e-agriculture. Il s'agit de Tolbi, une start-up qui fait vraiment de très très belles choses. Qui arrive à tirer son épingle du jeu, qui tout le temps remporte des prix lorsqu'elle va et participe à des concours pour dire que l'agriculture aujourd'hui est quelque chose sur laquelle il faut retourner. Donc, ma question, c'est par rapport à la technologie que vous voulez appliquer à l'agriculture. Lorsque vous dites ça, vous pensez à quoi? À l'utilisation des drones, des applications pour écouler les produits, aux arrosages connectés. Vous pensez à quoi exactement? Non, on pense, comme j'ai dit tout à l'heure, à la chaîne de valeur. C'est-à-dire depuis les productions, hein, la préparation même des intrants, que ce soit pour la qualité des sols, hein, jusqu'aux récoltes, la conservation des récoltes, quoi, ce qu'on appelle post-récolte. Donc il y a plusieurs, et y compris même le transport. Hein. Donc les jeunes peuvent s'insérer dans à différents niveaux. Et à différents niveaux, il y a des technologies. Bon, nous, ce que nous sommes en train de faire ici au Sénégal, ce que nous avons démarré,
c'est principalement sur l'information climatique. Alors, nous venons avec la Covid, bon, vous savez, le Covid est passé par là et la plupart des organisations ont été vraiment touchées. Et nous, IFER, on a eu à un moment donné une chute de 70% de nos ressources. Alors on s'est dit, il faut se recentrer maintenant, aller surtout à l'essentiel avec les petits producteurs, faire de la multiplication de semences, mais les multiplicateurs de semences doivent avoir une bonne information climatique. Et donc nous travaillons avec une organisation qui s'appelle INITA et qui fournit l'information. Bon, donc il y a aussi, nous voulons vendredi discuter autour des innovations et comme je l'ai dit tantôt, faire en sorte que les jeunes qui ont des choses à montrer puissent venir et rencontrer des bailleurs, des agences, etc. Donc encore une petite minute. Bon, vous parliez de la chaîne de valeur, je pense que c'est important parce que dans la transformation aussi, il y a beaucoup d'innovations, hein, beaucoup de start-up qui font de très belles choses aujourd'hui dans le secteur de la transformation des produits agricoles et même halieutiques. Hein, et donc ce serait intéressant de pouvoir avoir cette étude qui documente tout ça pour que ces exemples, en tout cas ces innovations, puissent être dupliquées dans d'autres pays africains, puisque votre étude a couvert 11 pays. Alioune parlait tout à l'heure de disparité. Justement, dans cette étude, est-ce qu'il y a des pays qui, je sais pas, qui se démarquent des autres dans le secteur de l'innovation positivement, bien sûr? Oui, il a mentionné, là, il y a le Rwanda, il y a les pays, en tout cas les pays de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. Qu'est-ce qu'ils font de plus que nous Donc l'utilisation des drones, de l'information climatique, ils ont été beaucoup plus tôt. Kenya, et sur les questions de post-récolte, parce que vous savez, bon, il y a une chose de produire, mais aussi quand on récolte, on est confronté parfois à des problèmes de conservation, etc. Et vous avez touché un aspect qui est très important sur la transformation. C'est ça. Parce que tant que la question, j'ai un aîné qui analyse la question de la manière suivante. Quand vous vendez votre matière première, vous exportez le travail. Parce que par exemple pour l'arachide, hein, si nous on vend nos graines, ça veut dire que... Ou bien le cacao. Ou le cacao. Ou le chocolat. On achète du chocolat. Les jeunes Ivoiriens qui consomment du chocolat, ce chocolat-là lui vient de Suisse. Voilà. La matière première vient de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que nous l'Afrique doit investir dans la transformation. Oui, tout à fait. Hein? C'est qu'il faut que la valeur ajoutée puisse se faire ici. Tout à fait. Et l'autre aspect aussi que vous avez souligné, il y a la commercialisation. Il y a beaucoup de start-up maintenant qui aident les femmes qui sont engagées dans la transformation à vendre leurs produits en ligne, etc. Et donc il y a la commercialisation, il y a le transport. Tout est ouvert quand on veut avoir une approche chaîne de valeur. À différents niveaux, il y a des créations d'emplois. Et donc, c'est ce que nous devons encourager. En tout cas, si nous voulons éviter que nos jeunes aillent périr dans le désert ou en mer, il faut on est obligé. Comme disait Kizerbo, c'est éduquer ou périr. Mais ici, trouver de l'emploi aux jeunes ou périr, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Abdoul Karim Gueye, donc directeur national de IFER Sénégal, et vous êtes là pour nous parler donc de cette étude menée dans 11 pays africains sur l'engagement des jeunes dans l'agriculture et sur l'utilisation des nouvelles technologies. Merci beaucoup. Je rappelle que l'étude sera divulguée au grand public ce vendredi, mais avant la fin de cette émission, vous reviendrez encore sur certains aspects peut-être qu'on aurait occultés dans cette première partie.